Ok, on est reparti. Donc, l'idée de ce webinaire, hein, c'est de découvrir un peu les bases du prompt engineering, l'art de bien parler à une IA. Alors, on va, on va voir quelques fondamentaux, quelques techniques vraiment de base pour ceux qui n'ont jamais fait ça ou pour ceux même qui seraient déjà à l'aise avec le prompt engineering, mais c'est toujours bien de mettre des mots, de se représenter qu'il y a des techniques vraiment identifiées pour le prompt engineering. Et puis ensuite, on ira plus loin, on verra quelques techniques avancées, et puis quelques techniques plus de mon cru, qui sont des techniques liées à la question de la créativité, puisque c'est celle que j'explore le plus, le lien de la créativité et de l'intelligence artificielle. Donc, on verra un petit peu tous ces éléments-là. On va parler de prompt pour les modèles de langue, et on prendra bien sûr comme exemple ChatGPT. On va faire plein de démos en live, donc ça sera avec ChatGPT. Et puis, on parlera du visual prompting, donc les prompts pour parler à des intelligences artificielles de création d'images. Et donc là, on prendra comme exemple Midjourney, mais tout ce que je vais dire peut s'appliquer quasiment tout à aussi DALL-E, Stable Diffusion, bref, les gros autres acteurs du domaine. Alors, donc, première chose, le prompt engineering, qu'est-ce que c'est? On va commencer par faire deux petits sondages. Donc, je vais vous envoyer deux sondages rapidement. Le premier vient d'être lancé, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, vous devez avoir un bouton. Oui, voilà, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à répondre. Donc, la question est simple. Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? Pour que je me représente un peu quel est on va dire le niveau de connaissance de mon public par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui. Et je pourrais adapter un petit peu en fonction de ça. Vous êtes déjà 46 sur 56 à avoir voté. Ah, 46 sur 57, on a encore des nouveaux arrivants qui viennent de nous rejoindre. 58, il y a encore du monde qui rejoint, très bien. 59. Bon, bonjour pour les nouveaux arrivants, donc on a déjà un peu commencé. On a juste fait l'introduction et lancé un premier petit sondage pour que je sache un peu à qui j'ai affaire. Donc vous pouvez répondre vous devez avoir un sondage qui s'affiche en bas et l'idée c'est de me dire si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou non. Donc 47 réponses sur 60 personnes. Les personnes qui arrivent montent plus vite que les personnes qui ont voté. Ok. Eh ben, on va arrêter le premier sondage ici. Donc, on a 85% de personnes qui ont déjà utilisé ChatGPT. Donc, c'est bien. Ça va nous permettre d'être dans l'interaction. Et même question pour Midjourney. Qui a déjà utilisé Midjourney, qui ne l'a jamais utilisé? Peut-être que là, on va avoir un pourcentage un peu plus bas. En effet, on est à 50-50. Le oui et le non se passent devant mutuellement l'un l'autre. Petite cible, d'accord. Donc, pour quelqu'un, c'est l'objectif de découvrir Midjourney aujourd'hui. Très bien. J'essaie d'interpréter les émoticônes que vous envoyez. Ok, donc on a 52 personnes qui ont voté sur 61 personnes présentes. Et nous voilà sur un résultat bien embêtant pour moi. On est à 51 versus 48. Alors déjà, 51 versus 48, je me demande où est passé le dernier pourcent. Mais en tout cas, on a un peu de tout. Et bien très bien, ça, on verra les bases pour Midjourney et ça ira à tout le monde. Ok, alors, commençons pour le contenu. Bon, petit modérato aussi, on va faire plein de démos. Des démos sur ce genre d'outils, c'est toujours un peu problématique parce qu'elles ne donnent pas les mêmes choses à chaque fois. Donc, il y a certaines démos qui vont peut-être plus ou moins bien marcher. Mais normalement, ça devrait aller. Alors, pourquoi c'est important le prompt engineering déjà? Bah, aujourd'hui, on a une grosse révolution de l'intelligence artificielle. Si vous êtes sur ce webinaire, c'est que vous en êtes conscient, que vous avez vu ça passer, peut-être même que vous y participez. Donc, on a la convergence de plusieurs révolutions technologiques dans l'intelligence artificielle qui sont arrivées à maturité en même temps. On a notamment l'arrivée à maturité de techniques de traitement de langage naturel qui permettent maintenant de traiter la langue à très grande échelle, de la comprendre et d'en générer de façon très crédible. On a la révolution des IA génératives qui consiste à synthétiser de la donnée toute pièce.
de créer. Alors, ça peut être des images, ça peut être du texte, des vidéos, de la 3D, des données médicales, tout ce qu'on veut. Et puis, tout ça amène une grosse révolution qui est celle de ce qu'on appelle les modèles fondations, qui sont des espèces d'énormes modèles qui sont complètement généralistes par rapport à un domaine donné. Donc, GPT, le modèle derrière ChatGPT, est un modèle fondation pour la langue. Euh, le modèle qui est derrière Midjourney est un modèle fondation pour tout ce qui est de l'image. Et c'est des modèles voilà, qui sont pré-entraînés avec des tâches très généralistes pour être capables vraiment de s'adapter à plein de types de situations. Et l'enjeu ensuite pour les utilisateurs, c'est de les fine-tuner, les raffiner, donc prendre ces gros modèles et leur donner que très peu d'exemples, très peu de données pour qu'ils s'adaptent à un contexte très spécifique qui est celui que l'utilisateur a besoin de résoudre. Donc ça, c'est la révolution globale dans laquelle on se positionne. Et le fait qu'un des éléments de cette révolution soit lié au traitement du langage naturel fait qu'on va de plus en plus parler à nos machines pour qu'elles exécutent des tâches. Alors, ça peut être parler à nos machines pour qu'elles nous donnent de l'information, et on va plus parler aux machines comme on le faisait avec Google par mots-clés, mais de plus en plus par formulation de demandes très explicites en langage naturel. Aussi, bien sûr, pour que des machines créent du contenu. Donc, c'est le cas avec Midjourney et on peut aussi créer du contenu textuel avec ChatGPT. Ou même que nos machines fassent des actions sur notre ordinateur. On commence à avoir des startups qui se positionnent pour qu'on parle à notre ordinateur, par exemple, en lui disant, bon, ben voilà, j'ai besoin de réserver une voiture pour mon trajet de demain entre Lyon et Clermont-Ferrand. Je pars à 7 h du matin. Va me chercher une voiture, réserve-la moi et fais-moi juste valider le prix avant de confirmer. Et pouf, une IA va faire toutes les actions qu'on aurait eu besoin de faire sur notre ordinateur pour arriver à ce résultat-là. Donc, on commence à avoir voilà, plein de modalités qui sont mises en œuvre par le langage. Et donc, l'interface humain-machine de demain, une grande partie des interfaces humain-machine de demain sont des interfaces de langage où on va parler à nos machines pour leur demander, en langage naturel, de réaliser ce qu'on a besoin qu'elles réalisent. Donc, c'est pour ça que c'est important. Le prompt engineering devient une compétence clé pour parler à nos machines et ce qu'elles nous comprennent bien et pour pouvoir être, on va dire, productif, créatif, hein, ça dépend de ce dont on a besoin, avec nos machines. Donc, on voit déjà des premiers CV avec le mot prompt engineering et des premières embauches autour du prompt engineering. Hein, ça y est, c'est arrivé déjà dans le monde de l'emploi. Alors, pour illustrer rapidement le prompt engineering et voir pourquoi on a besoin d'apprendre à bien parler à une IA, pourquoi il y a un art de bien parler à une IA, je vais vous faire déjà une première petite démo. Donc, voilà un prompt. Hein. Il y a pas mal de mots anglais, je suis désolé, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Du prompt engineering, si vous voulez le dire en français, ça serait de l'ingénierie de requête, mais tout le monde dit prompt engineering, donc je vais utiliser les mots anglais la plupart du temps. Donc, un prompt, c'est simplement une demande. Par exemple, pour ChatGPT, peux-tu m'expliquer ce qu'est une supernova? Et alors, je vais vous partager tout mon écran, ça sera beaucoup plus simple. Tant pis, vous verrez tous mes commentaires, mais c'est très bien. Donc, on va sur ChatGPT. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, voilà l'interface de ChatGPT. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai des éléments différents en bas de ce que vous pouvez avoir. Bon. Pourquoi j'aurais des éléments ici qui diffèrent de ce que vous pourriez avoir. Je vous expliquerai tout à l'heure, c'est juste une petite extension. Donc, un prompt, tout simplement, ça pourrait être, comme on le disait, peux-tu m'expliquer ce qu'est une supernova? Et le modèle nous répond, donc il va nous générer du texte qui nous permet d'avoir des insights, hein, de la connaissance organisée sur ce qu'est une supernova. Alors, apparemment, il y en a de deux types, etc. Bon, je vais pas. Je vous invite bien sûr à lire, c'est passionnant en soi, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire, donc je vous laisserai poser vous-même la question si vous voulez en savoir plus. On peut aller plus loin. On peut demander carrément à notre intelligence artificielle d'écrire une lettre de recommandation pour un ancien salarié qui serait chef de projet, qui s'appellerait par exemple Patrick. Les chefs de projet s'appellent tous Patrick. Peux-tu m'écrire une lettre de recommandation pour mon ancien salarié qui s'appelle Patrick et qui était chef de projet? Les fautes d'orthographe, c'est pas très grave avec l'IA, mais on va essayer d'en faire le moins possible. Et voilà.
Donc, ça, évidemment, pour des documents un peu standards, on sait que ça a beaucoup servi, par exemple, pour faire des lettres de motivation pour des demandes d'emploi, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt efficace. Troisième petit exemple, donc là j'ai montré un exemple de question-réponse, un exemple qui permet de générer du contenu spécifique. Et puis, on va faire ce petit test et là on va voir un peu la problématique. Combien font 965 fois 590? Bon, c'est censé être un ordinateur, on se dit que ça va être facile. Je dis combien? 965 fois 590. Alors, il nous donne 568 350. J'avais noté la bonne réponse. La bonne réponse, non, est 569 350. Donc, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'en fait, donc, ces grands modèles-là fonctionnent pas du tout comme les ordinateurs qu'on a l'habitude d'avoir. Ce n'est pas une machine qui calcule de façon sûre et qui a un raisonnement étape après étape comme l'avait un ordinateur jusqu'à maintenant. Ce n'est pas du tout comme une calculatrice. C'est des gros modèles qui sont statistiques et qui vont en fait produire, dans le cas de GPT, le texte le plus probable par rapport à notre demande. Mais il va simplement aligner les mots les plus probables pour répondre. Et en termes de probabilité d'advenir, ce n'est pas forcément le résultat mathématique pile poil qui va sortir. Donc là, on voit qu'on a un résultat qui ressemble, mais il y a un chiffre qui n'est pas le bon. Alors, comment on fait quand on a ce problème-là? Donc, on peut faire une question légèrement différente, c'est ça. C'est là où j'espère que ma démo va marcher. Ah, alors, hop. Souvent, il faut recommencer des conversations pour éviter qu'il prenne en compte ce qu'il y avait avant ou lui demander explicitement d'oublier ce qu'il avait avant. Est-ce que je peux copier-coller ici? Non. Est-ce que je peux copier-coller ici? Oui. Et voilà. Et donc là, il nous a donné la bonne réponse, alors que c'est quasiment la même question. On lui a juste demandé « vérifie que la réponse est correcte ». Bon, vérifie, la réponse est correcte en plus. Je ne parle même pas français. Mais donc, c'est très marrant. On se rend compte qu'en lui demandant simplement de vérifier que la réponse est correcte, il ne faut pas croire que lui va vérifier que la réponse est correcte explicitement. Mais le fait qu'il y ait le mot correct dans la phrase va déterminer une probabilité bien plus grande de donner la bonne réponse par rapport au calcul. Donc, ce petit exemple, il est juste pour vous montrer l'intérêt du prompt engineering, de comprendre comment bien parler à une IA. Ça va nous permettre d'avoir des réponses adéquates. Des fois, des réponses qui seront adéquates pour des raisons de raisonnement, comme ici, ou qui seront adéquates pour des raisons de spécificité, de créativité, etc. Mais donc, il y a une vraie discipline qui apparaît, le prompt engineering, pour bien parler à une IA. Et l'exemple que je viens de vous donner est un exemple un peu basique, mais dès qu'on veut faire des calculs, on va avoir besoin d'ajouter des choses pour augmenter la probabilité que la réponse soit la bonne. Et on ne fait qu'augmenter la probabilité. Là, je l'ai fait sûrement augmenter à 99,5% à peu près, mais il y a toujours une probabilité non nulle que le modèle me donne une mauvaise réponse. C'est ça, le prompt engineering, donc c'est vraiment le fait de bien parler à une IA. Alors, petit disclaimer, hein, comme ces outils changent énormément en ce moment, on est en plein dans l'exploration et dans la découverte du prompt engineering. Donc, tout ce que je vais vous dire là est aussi à titre exploratoire et ça sera à vous de mener vos propres explorations en prompt engineering pour affiner votre compréhension et la mettre à jour au fur et à mesure des avancées du domaine. Bon, on commence la théorie, entre grosses guillemets. Donc, le premier prompt évident, c'est ce qu'on appelle le standard prompt. Donc, c'est l'idée de poser une simple question à notre machine et de s'en servir un peu comme un moteur de recherche différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et voilà, c'est simplement poser une question. Alors, on peut déjà dire des choses sur ces techniques-là. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de supernova, c'était une question assez claire, donc je n'avais pas besoin d'en dire beaucoup plus. Mais selon la question que je vais poser à mon algorithme, je vais avoir besoin de mettre du contexte, d'une part, et d'être le plus spécifique possible sur la question, de donner des précisions pour vraiment orienter la réponse de l'algorithme. Donc, là, je vais vous donner un autre exemple. C'est, imaginons qu'on veut demander à notre algorithme
d'écrire un tweet. Donc là, j'utilise le modèle GPT 3.5. On fera des tests avec GPT 4 ensuite. Pour ce que je fais pour l'instant, ça suffit. GPT 4 est la dernière version qui est plus poussée. Il faut avoir la version pro de ChatGPT pour pouvoir y avoir accès. Donc, je ne sais pas si vous avez les versions pro et si vous êtes derrière ChatGPT de votre côté, mais n'hésitez pas, bien sûr, à vous mettre sur ChatGPT pour tester en même temps que moi. Et puis, pour ceux qui ont la version pro, vous pourrez faire les tests de la version 4 avec moi. Pour les autres, vous verrez ce que ça donne. Mais en plus, la version 4 répond plus doucement. Donc, pour un webinar, on veut aller un peu vite. Donc, on va utiliser 3.5 tant qu'on pourra. Donc, disons que je voudrais que le modèle m'écrive un tweet sur l'importance du prompt engineering. Bon, très bien. Il m'écrit un tweet qui est généraliste, très généraliste. Je vous laisse le lire. Et c'est OK si je veux faire juste un petit tweet comme ça, mais si je suis expert du domaine du prompt engineering, ça ne me va pas du tout comme tweet, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est là où il va falloir préciser ce qu'on veut. C'est un peu comme un humain. Hein. Si on demande quelque chose à un humain, si on pose une question à un humain, s'il y a zéro contexte, il va nous répondre quelque chose de généraliste parce que la seule direction qu'il pourra avoir, elle est globale. Et si on veut qu'un humain nous réponde quelque chose de spécifique, il faut lui donner du contexte et des précisions. Hop. Donc, on va mettre ce deuxième prompt. Pouf. C'est le même au début, peux-tu m'écrire un tweet sur l'importance du prompt engineering, mais on va lui donner un peu de contexte. On va lui dire qu'on est un expert en prompt engineering, qu'on écrit des tweets avec un style un peu poétique, parce que tant qu'à faire, autant que ça soit joli, et qu'on est très orienté sur la question de l'éthique de l'IA. Donc voilà, on donne plein d'éléments de contexte qui permettent à notre algorithme d'être plus précis. Et voilà comment il nous répond. Un prompt bien conçu est un pont entre l'humain et l'IA, une invitation au dialogue éthique. Mon art, le prompt engineering. Mon objectif, cultiver des modèles de langage responsables au service de la société. Donc là, on a un tweet déjà qui est plus, on va dire, un petit peu plus riche et un peu plus orienté. Si on remet exactement le même tweet, le même prompt, on a un tweet complètement différent. Le prompt engineering est une alchimie subtile, harmoniser la technique et l'éthique pour créer des modèles de langage respectueux de l'humain. Mon art, le prompt engineering, ma passion, offrir à l'IA une âme sensible. Waouh. Ce qui est bien quand on fait un webinaire là-dessus, c'est qu'on est soi-même étonné de ce qui est renvoyé par l'algorithme. Voilà, donc il y a aussi toute une logique un peu créative qui est de dire on a un dialogue avec l'IA, on va demander quelque chose à l'IA, elle va nous fournir un résultat, on va lui donner plus de précision parce que en voyant son résultat, on va se rendre compte des faiblesses de notre prompt initial et par essai-erreur progressif, on va aboutir à un résultat pertinent. On peut aussi lui demander de nous générer, par exemple, 5 tweets d'un coup pour avoir le choix et ensuite lui dire prends le troisième tweet et fais-moi 3 variations proches, etc. Et on peut avoir cette logique déjà créative. Donc voilà un petit peu pour les prompts de base. Alors, ce que j'ai fait avant est déjà un petit peu de l'ordre d'une technique plus poussée, qui est ce qu'on appelle la style guidance, guider au niveau du style. Donc, la style guidance, ça va nous permettre de donner un style à la réponse qui peut être un type de style, comme je l'ai écrit là. Ça peut être demander de répondre sur un ton solennel, informel, léger, humoristique. Ou alors, ça peut être de demander le style d'un personnage. Donc, je vous mets des exemples ici, Donald Trump, un sage ou un cow-boy. Donc, on va là aussi faire une petite démo pour montrer ce que ça peut donner. Alors, on reprend notre logique sur les supernovas. J'aime bien les supernovas, c'est sympa, c'est l'univers, tout le monde est intéressé par ce genre de choses. Et en plus, c'est super joli, les images de supernovas. Donc, si on redemande la même chose que tout à l'heure, alors j'ai ajouté cette limite de 100 mots pour avoir quelque chose d'un peu synthétique, petite technique aussi, on a une description assez factuelle de ce que sont les supernovas. Maintenant, on va lui demander de parler comme si c'était un enfant de 6 ans. Et là, je vous laisse lire, et c'est assez charmant et mignon, parce que le ton de l'enfant de 6 ans, on le sent très bien dans la façon dont c'est écrit. Eh bien, tu sais que les étoiles sont comme des boules de feu dans le ciel, et certaines étoiles, les plus grosses, deviennent très vieilles et explosent. Cette explosion s'appelle une supernova. C'est très puissant et ça libère beaucoup d'énergie, comme une énorme explosion de feu d'artifice.
Donc, il est même capable, le modèle, d'amener des éléments métaphoriques qu'un enfant de 6 ans pourrait avoir, ou en tout cas qui pourraient être intéressants à utiliser pour parler à un enfant de 6 ans. C'est vachement puissant cette technique parce que ça permet aussi quand on a des éléments qu'on ne comprend pas très bien, de demander à ChatGPT simplement de nous les traduire dans un langage. Alors, pour un enfant de 6 ans, peut-être pas, mais pour quelqu'un qui est amateur ou pour un ado qui connaîtrait rien au domaine, etc. Et ça nous permet de faire de la simplification, de la vulgarisation assez directement. Et puis, bon, on peut se marrer un peu. On va lui demander cette fois de nous donner la même, la même réponse, mais en parlant comme si c'était un cow-boy avec un langage un peu grossier et des touches d'humour. Et mec, t'as déjà vu une putain de supernova? C'est quand une étoile se prend la tête et qu'elle pète un câble en mode explosion massive. Ça pète de partout, mec. Ça fait un bordel monstrueux dans l'espace. Les scientifiques, ils ont besoin pour étudier leurs étoiles ils en ont besoin pour étudier leurs étoiles et leur comportement. C'est comme un sacré feu d'artifice cosmique, ça pète dans tous les sens. Donc voilà, ça marche très bien. C'est ouf, mec, comme une sacrée roulette russe dans l'univers. J'adore, là aussi, comme une sacrée roulette russe dans l'univers. C'est beau en plus. C'est grossièrement et humoristiquement beau. Et enfin, évidemment, si on veut aller légèrement plus loin, on peut demander d'écrire dans le style d'un expert en astrophysique qui aurait plus de 20 ans d'expérience, plusieurs doctorats, d'utiliser du jargon scientifique, peut-être même des équations. Je pourrais ajouter du jargon scientifique et des équations. Et là, à l'inverse, explique-moi à l'aide d'exemples détaillés et minimise l'humour. Et on a un discours plus construit, plus scientifique. Il nous donne les éléments précisément qu'il y a dans les éléments chimiques qui sont en jeu dans ce genre de phénomène. Il parle de chute libre, d'onde de choc, etc. Alors, il ne nous a pas mis d'équation. Il n'a pas dû penser que c'était pertinent, mais on peut arriver à avoir des équations si on demande un peu plus. Voilà. Ce qui entraîne un effondrement gravitationnel soudain du cœur, etc. Donc, on est sur un vocabulaire qui est plus celui d'un scientifique. Donc, la style guidance peut être très pratique, évidemment. Elle peut être utilisée de façon drôle, comme, comme dans le cas du cow-boy, mais elle peut être très pratique et ça va nous amener à une technique encore légèrement plus poussée qu'on appelle le role prompting. Donc, c'est de donner à l'IA un rôle spécifique. Là, on lui a demandé d'avoir le style parfois de quelqu'un ou d'avoir le style d'un scientifique, mais on peut même lui demander de se mettre dans la posture, dans le rôle d'un expert, donc un expert en SEO, en stratégie, en informatique, en droit des sociétés, en faune et flore du Nigeria, si on veut. Bref, en fonction du besoin qu'on a et de ce qu'on est en train de générer comme contenu, on peut demander à l'IA de prendre le rôle qui est nécessaire. Alors, on va faire encore quelques. Donc, on peut demander un rôle d'expert et puis on peut demander une posture métier. Par exemple, l'artiste va être vu comme plus créatif et donc, si on demande à l'IA de prendre un rôle d'artiste, elle va apporter des réponses plus créatives. Un rôle de professeur, elle va être plus bienveillante. Un rôle de scientifique, elle va être plus rigoureuse. Un rôle de commentateur sportif, on va avoir des choses très factuelles comme ça qui s'enchaînent. Donc, on peut aussi utiliser ce genre de métaphore. Donc là aussi, on va faire un petit exemple. Alors, demandons à l'IA d'écrire un post LinkedIn pour la super entreprise que j'ai montée hier, qui est une entreprise de bricolage grand public, qui n'existe pas évidemment, et qui s'appellerait Supertool. Donc, on lui demande simplement d'écrire le post LinkedIn. Donc là, si vous lisez, je vous laisse lire les 2-3 premières phrases, vous allez voir que ouais, il nous fait un post long en plus. Ah oui, qui finit par cordialement, quoi. Enfin, bon. Oui, il a une vision de LinkedIn vraiment très liée au côté professionnel, hein. Aujourd'hui, les gens n'écrivent plus cordialement sur LinkedIn. Je vous laisse lire un petit peu et c'est très, dire, généraliste et surtout, c'est très factuel. Sur LinkedIn, on sait bien, c'est un réseau social, les émotions, ça marche bien. Donc, hop, role prompting, on va le mettre dans le rôle d'un professionnel. Tu es un professionnel du storytelling cette fois, capable de raconter une histoire engageante et marketing sur n'importe quel sujet. Écris un post LinkedIn pour parler de Supertool, mon entreprise de matériel, blablabla. La fin du prompt est la même, mais avant ça, on l'a mis dans un rôle. Je vais faire un nouveau chat pour lancer ça, pour être sûr qu'on soit à blanc. Réseau LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Supertool, une entreprise de matériel de bricolage grand public, blablabla.
Vous avez toujours rêvé de réaliser des projets de bricolage à la maison, mais vous n'avez jamais eu le bon outil pour le faire. Supertool est là pour vous aider. Leur large gamme d'outils de... Ah, je suis déçu. La dernière fois que je l'ai lancé, il a commencé à me raconter l'histoire de José ou Joseph ou je ne sais plus qui ne pouvait pas construire sa nouvelle maison parce qu'il lui manquait des outils et qu'il avait pu réaliser cette maison qui lui tenait tant à cœur grâce à Supertool. Donc là, on est dans le cas typique de ah bah attendez, c'est le moment ou jamais d'utiliser GPT-4 pour voir si, pour ce genre de tâche, il est un peu plus efficace. Ah, bah voilà, déjà, on a des émoticônes. Une histoire à raconter le jour où le bricolage est devenu accessible à tous. Voilà, directement, il y a une mission. Alors, on voit quand même la puissance de GPT-4 par rapport à GPT 3.5. Il était une fois, dans un monde où le bricolage était réservé aux experts et aux passionnés, une entreprise qui allait tout changer. Son nom, Supertool. Supertool a vu le jour avec une mission, rendre le bricolage accessible et plaisant pour le grand public. Plus qu'une simple entreprise, Supertool est le fruit de la passion, de l'innovation et de l'audace. Bon, on est quand même sur un poste de beaucoup plus haut niveau en termes de communication. Ah, il y a en plus la touche responsable, très important, etc. La réassurance que d'autres ont suivi, et donc vous pouvez y aller, vous ferez comme les autres et tout va bien. Et bien sûr, le fait que ce soit une communauté, voilà, il nous invente même un site internet, c'est bien, il nous met les hashtags. Ok, bon, c'est bien à travers cet exemple, vous voyez ce que donne le role prompting, et en plus, vous voyez que GPT-4 est quand même vachement plus efficace que GPT 3.5. La différence de niveau est indéniable. Et là, je ne lui ai pas donné beaucoup de contexte encore. Il faudrait préciser du contexte, lui donner des éléments sur l'histoire de l'entreprise, plein d'éléments en plus pour qu'on ait un prompt vraiment abouti, un résultat vraiment abouti. On va passer sur le prochain. Alors, vous avez plein d'exemples. Je vous ai mis le lien hein, là sur la slide que vous pourrez retrouver. Je vous enverrai les slides. Il y a plein d'exemples assez drôles de role prompting sur ce GitHub. Donc, vous les regardez et il y en a peut-être 200. Donc, ça vous donne des idées. Je m'étais fait un autre prompt parce que je pars 3 semaines au Canada pour la promo de mon bouquin en juin. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de m'organiser mon voyage. Donc, je lui ai demandé de se mettre dans la peau d'un spécialiste du Québec, d'abord un spécialiste touristique, parce qu'il y a une semaine que je vais prendre pour visiter un peu quand même. Et donc, je lui ai demandé de me faire un itinéraire logique pour voir des choses peu fréquentées, originales, etc. Et puis ensuite, je lui ai dit, mets-toi dans le rôle d'un expert de l'écosystème sur l'intelligence artificielle du Canada et guide-moi pour que ma semaine soit très productive pour rencontrer cet écosystème. Donc voilà, je l'ai utilisé pour ça, je voulais vous montrer, mais on va passer pour aller un peu plus vite parce que je vois le temps qui... Alors, technique suivante, on a bientôt fini avec les techniques de base, il en reste 2. C'est le few shot prompt. Alors, ou prompting, ça c'est vraiment très très important. Donc, c'est l'idée de donner des exemples à l'intelligence artificielle. Donc, ça peut servir à plein de choses. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que ces gros modèles, quand on veut les utiliser, souvent, on va les spécialiser en leur fournissant beaucoup moins de données que ce qu'on avait besoin d'avoir avant pour entraîner un modèle de toute pièce. C'est ce qu'on appelle du fine-tuning, du raffinage. En fait, donner des exemples à une IA simplement en langage naturel, c'est déjà faire un peu de raffinage, c'est déjà spécialiser l'IA sur des cas spécifiques, à petite échelle. Donc, ça peut nous permettre de lui donner un style non explicite. Si tout à l'heure, je vous disais, voilà, la style guidance permet de dire dans le style d'un cow-boy, etc. Mais si vous voulez qu'elle parle dans votre style à vous, vous ne savez pas comment lui exprimer votre style, ce n'est pas explicite. Donc là, vous pouvez par exemple lui passer 3-4 de vos posts LinkedIn et lui demander d'en générer un nouveau dans le style de ses posts LinkedIn. Donc, ça marche très bien. Hein. Moi, j'ai fait un post. Normalement, j'aime bien écrire mes posts LinkedIn, mais j'en ai fait un, celui qui annonçait ce webinar grâce à ChatGPT. Je l'ai précisé dans le post. Et pour qu'il soit sympa, le post, je lui ai passé 3-4 de mes posts d'avant pour qu'il s'en inspire. Et ça lui a permis de faire un post qui était beaucoup plus proche de mon style d'écriture, ma ligne éditoriale. On peut aussi formater la réponse comme ça. Donc là, je vais vous donner un exemple. Ça paraît anodin, mais en fait, déjà, c'est assez important de pouvoir formater la réponse en soi, mais surtout, dès qu'on veut faire des applications qui utilisent
en arrière-plan ChatGPT, c'est très important de pouvoir avoir des réponses qui sont formatées toujours de la même façon pour notre interface, etc. Donc, c'est des techniques qui sont très importantes. Si je demande à ChatGPT quelle est la plus haute montagne du Portugal, bon, bah, il le sait, il me donne une réponse, il me donne tout un paragraphe. Maintenant, si je lui dis quelle est la plus haute montagne du Portugal, mais que je lui donne un format, on a la réponse qui est dans le même format que les exemples que j'ai donnés. Et donc, ça permet de bien mieux gérer le type de réponse que va nous donner l'algorithme. Donc ça, c'est du few prompt, du few shot prompt. Alors là, c'est du two shot prompt. On peut faire du one shot prompt, du two shot prompt, three shot prompt, etc. Souvent, on dit qu'entre 3 et 6 à 8 exemples, ça suffit largement. Et on peut aussi lui donner un modèle de raisonnement. Et là, le fait de donner des exemples pour le modèle de raisonnement, ça va permettre à notre algorithme de faire bien mieux que si on lui donne une question complexe en lui disant de résoudre le problème et où statistiquement, il va produire une réponse qui sera souvent assez mauvaise. Le fait qu'on lui donne un modèle de raisonnement va faire que lui-même va suivre ce modèle de raisonnement. Donc ça se rapproche d'une technique, les deux sont associés, qui s'appelle les chain of thought, les chaînes de raisonnement, chaînes de pensée. Alors ça, c'est tout un champ de la recherche en intelligence artificielle directement dans les modèles, mais nous, en tant qu'utilisateurs, on peut aussi mettre en place des chaînes de raisonnement. Ça nous permet d'avoir un raisonnement très structuré. Donc, avec du few-shot prompting. Alors, l'exemple va être un peu bateau, mais c'est pour vous donner l'idée de façon rapide et compréhensible. Je vais utiliser GPT-4. Alors, je vais vous demander de concaténer les dernières lettres de chaque mot. Donc, concaténer, ça veut dire les mettre ensemble. Donc là, l'algorithme doit faire deux choses. Il doit, même plusieurs, il doit séparer chaque mot, il doit prendre à chaque fois la dernière lettre du mot, et ensuite, il doit créer un nouveau mot qui soit composé de toutes les dernières lettres des autres mots. Donc là, ça donnerait un mot qui serait ORZP. Ah, il est bon, GPT-4. Donc, GPT-4 a déjà des chaînes de raisonnement, pour des chaînes de raisonnement simples comme celle-ci, elles sont intégrées dans le modèle. On va faire la même chose avec GPT 3.5. Ah, ça marche. Merde, hier, ça ne marchait pas. Dommage. On va réessayer jusqu'à ce que ça ne marche pas. Bon, il a l'air de bien y arriver. Dommage. Ça casse un peu mon exemple. Comment je pourrais faire en sorte que ça ne marche pas? Les joies du live avec ChatGPT. Putain, il est plus malin que ce que je croyais. On va essayer sans les virgules. Il y arrive bien, tant pis. On va imaginer qu'il n'y arrive pas. Et on va faire la même chose, mais en lui donnant des exemples. C'est con parce que hier, je l'ai fait, ça marchait super mal. À chaque fois, il se trompait. Et c'était vachement puissant. Du coup, je me disais, on voit tout de suite la différence. Bon, donc, en lui donnant des exemples, on va repasser sur GPT-4. Parce que là, il nous fait la même. Et on va essayer une dernière fois le prompt de base. On va essayer avec d'autres mots, en fait. Ah non, il y arrive. Bon, bah, vous allez devoir me croire sur parole. Pour des tâches avec des chaînes de raisonnement un petit peu plus complexes, on verra des choses beaucoup plus complexes juste après, il peut avoir beaucoup de mal. Donc, il est bien de lui donner des exemples de ce type-là. Et là, on voit pareil que ChatGPT 4 est plus efficace puisqu'il nous répond avec le même format que les exemples qu'on lui a donnés. Et donc, foo bar base blip, OAZP, il nous répond sous le même format. Hop. On peut même lui demander, grâce à des exemples, et ça va être une bonne pratique que je vous invite à faire le plus souvent que vous pouvez quand vous voulez un raisonnement structuré, lui expliciter
comment le raisonnement fonctionne. Donc là, bon, je les avais fait en anglais, désolé. Mais en gros, je lui montre donc des exemples, think, machine. On lui dit la dernière lettre de think est K, la dernière lettre de machine est E. Donc, think et machine, quand on les concatène, ça donne KE. Et on lui montre des exemples sous ce format-là, et donc il va pouvoir lui-même expliciter son raisonnement pour le faire proprement. Et alors, la petite technique très puissante, c'est qu'en fait, en plein de cas, on n'a même pas besoin, même pour des raisonnements complexes, de lui montrer explicitement le raisonnement nous-mêmes. On peut augmenter énormément ses compétences simplement en lui demandant de raisonner pas à pas. C'est une technique que les chercheurs ont trouvée qui marche très très bien. Donc, si on reprend l'exemple initial même, bon, évidemment, c'est pareil. Pour la démo, si l'exemple initial n'avait pas marché, ça serait beaucoup plus puissant, puisque on se dirait « Ah oui, ça ne marchait pas » et tout d'un coup, ça se met à marcher. On lui demande « Raisonne pas à pas ». Et donc là, il va décrire chaque étape et ça va permettre au raisonnement de s'expliciter et d'être beaucoup plus structuré et certain. Voilà, donc on voit bien comment il fonctionne. Il comprend bien ce que c'est de raisonner par. Bon, du coup, démo foireuse, mais l'idée, vous l'avez compris, et donc, de toute façon, on va la mettre en œuvre. La dernière technique dont je voulais vous parler, c'est le content prompt. C'est l'idée de passer du contenu en prompt directement pour avoir un résultat. Donc, on va faire là aussi un petit exemple rapidement. Je vais prendre un article sur justement les modèles fondations dans le domaine de la santé. J'intervenais hier dans une entreprise de la santé sur la question de ces modèles fondations. Et donc, je me suis renseigné et ayant le temps que j'ai pour préparer, j'avais besoin de prendre beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, je me suis aidé de ChatGPT pour lui demander de résumer du contenu. Donc, je vais sur la page et au lieu de tout lire, en plus, c'est assez compliqué, je copie-colle tout le contenu. Je lui demande, je vais passer sur GPT, oui, je suis sur 3.5, résume-moi en français max 200 mots, par exemple. Ouf. On lui passe tout le contenu et il nous fait un résumé en le nombre de mots qu'on lui a demandé. Donc ça, c'est vraiment très efficace et on a de plus en plus de navigateurs qui vont intégrer cette fonctionnalité, mais il est important de la connaître pour pouvoir le faire avec ses propres documents, etc. On peut même lui demander, par exemple, de nous résumer les 3 points clés qui sont importants. On peut lui demander, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus de 200 mots là. Max 200 mots, peut-être pas. On peut lui demander aussi de nous identifier dans le document tous les éléments qui concernent certains sujets. Donc, il va nous extraire comme ça du document et nous résumer juste les points qui concernent ce sujet. Donc, c'est très pratique. Ça peut permettre aussi de croiser plusieurs informations. Par exemple, alors là, on ne peut pas le faire sur ChatGPT, il faut se connecter à l'API, mais j'ai fait quelques tests de passer plusieurs articles scientifiques en entier et de demander à l'algorithme de trouver des corrélations et d'écrire ensuite un nouvel article scientifique sur ces corrélations entre les articles initiaux. Donc, voilà, ça nous permet comme ça de trouver des informations qui seraient en corrélation entre plusieurs documents. Et enfin, ça permet de s'appuyer sur du contenu pour générer une réponse. Donc, par exemple, on peut passer un mail et lui demander de nous répondre, de nous produire la réponse, ou on peut lui passer des données qui sont fiables et lui demander de créer du contenu à partir de ces données fiables. C'est là que ma petite extension entre en jeu. C'est une petite extension en fait qui simplement s'appelle Web Access. Pouf. Quand je l'active, fait que ChatGPT va, avant de donner sa réponse, aller chercher sur Google les premiers résultats, extraire le texte de ces premiers résultats et le mettre automatiquement dans le prompt, en mode content prompting, avant de générer la réponse. Donc, si je dis par exemple, et ça lui permet en plus là d'être à jour par rapport aux dernières news, puisqu'il va chercher de la donnée sur Google en temps réel. Donc, on sait que ChatGPT a été entraîné avec de la donnée jusqu'à 2021. Avec cette extension, ça permet
d'avoir de la donnée jusqu'à aujourd'hui. Peux-tu me donner les news politiques du jour? Ça lui permet, en plus de citer ses sources, puisque, il va chercher de la donnée qui est structurée, qui est précise, et donc, ah oui, d'accord, il va juste envoyer les sources. Alors, quelles sont les plus importantes nouvelles du jour en termes de politique sociale? On voit là, hein, il y a tout le contenu qui est mis automatiquement. Voici 3 nouvelles en termes de politique sociale que j'ai trouvées pour vous. Les tensions s'exacerbent avant l'examen des motions de censure liées à l'énergie, blablabla. Depuis le 2 août 2022, de nouveaux droits sociaux, gna gna gna. Les chefs d'État et de gouvernement du G7 ont publié une déclaration sur divers sujets, notamment la crise en Ukraine, etc. Avec les sources à chaque fois que je peux ouvrir directement. Donc, cette petite extension est très pratique. Elle me fait du content prompting automatiquement en allant chercher sur Internet le contenu. Et je peux la configurer pour qu'il aille chercher les premiers résultats de Google ou des résultats plus lointains, etc. Voilà pour les techniques qui sont les techniques de base. Je vais vous parler très rapidement des techniques avancées, et puis si vous voulez creuser, ça sera à vous d'aller les creuser, ou alors on pourra en reparler, parce que j'aimerais quand même avoir le temps de vous parler de techniques créatives. Le self-augmentation prompting, c'est l'idée de demander à l'IA de produire les éléments de connaissance dont elle a besoin pour produire ensuite une réponse. Donc, on va demander à l'IA de produire du contenu, et ce contenu, on va lui repasser pour qu'elle produise quelque chose de pertinent. Petite démo très rapide. Si je demande quel est le pays le plus grand, le Congo ou l'Afrique du Sud? Ah non, j'ai encore en web access, pardon. Alors là, il me dit n'importe quoi. Le Congo ne fait pas 342 000 km², et il me semble que le Congo est bien plus grand que l'Afrique du Sud. Donc, il me répond complètement n'importe quoi parce que ce genre de choses, là aussi, statistiquement, il le génère, et donc les chiffres, il n'est pas bon avec. Par contre, si je lui dis, hop, je lui demande des informations explicites sur la superficie du Congo et de l'Afrique du Sud. Là, il va le voir un peu comme une demande, on va dire, c'est pas une demande de comparaison, c'est une demande d'information. Et donc, on peut lui faire assez confiance pour nous donner des informations qui sont justes, hein. Je suis allé vérifier, et en effet, c'était ça. Et on voit donc la République démocratique du Congo ne fait pas 342 000 km², elle en fait 2 millions, et elle est plus grande que l'Afrique du Sud. Et ensuite, pouf, on lui passe ça, on lui repose la même question que tout à l'heure. Et là, il nous dit, alors, il a les bons chiffres, mais il nous donne toujours une mauvaise réponse, donc on va même lui préciser. Voilà. Et là, il y arrive. Donc, vous voyez comment on peut aller raffiner les prompts pour vraiment préciser ce qu'il doit faire et avoir une bonne réponse. Donc là, c'est du self-augmentation prompting. Autre exemple que je voulais vous donner, mais il est plus long, donc on va avoir moins de temps, c'est de lui demander de générer, par exemple, 10 points clés sur la science-fiction sud-coréenne. Il faut qu'il y ait des faits de base qui permettent d'introduire le sujet, des exemples d'œuvres, des faits interprétatifs, etc. Et ensuite, on prend les 10 points clés, on lui repasse et on lui demande d'écrire un billet de blog d'environ 600 mots sur la science-fiction coréenne qui utilise tout ou partie de ces points clés, et en les intégrant naturellement dans le discours. Donc, et là, pareil, je mets un peu de role prompting. Je ne sais pas si vous voyez mon prompt. Je veux que tu adoptes le point de vue d'un expert du cinéma et que tu écrives avec une plume claire, belle, avec quelques envolées poétiques. Donc là, on précise un peu le style. Et donc, on va pouvoir, si on lui demandait directement d'écrire un billet de blog de 600 mots, on aurait un truc assez lisse, assez superficiel. Si on lui demande de générer 10 faits, 10 points clés un peu originaux sur la science-fiction sud-coréenne, et qu'ensuite on les prend et on les utilise pour lui demander de nous rédiger un article, l'article va être beaucoup plus abouti et va amener des chiffres, va amener des exemples d'œuvres et d'artistes, va amener de l'interprétatif beaucoup plus puissant.
Donc, le self-augmentation prompting est une technique à pas du tout sous-estimer. Et puis, il y a le least to most prompting. C'est un peu difficile à prononcer, mais là, c'est simplement l'idée de lui demander de décomposer un problème complexe en sous-problèmes plus simples. Alors, c'est un peu comme les chain of thought, les chaînes de raisonnement, mais en beaucoup plus poussé. Au lieu d'un simplement expliciter un raisonnement, on va vraiment, méthode un peu cartésienne, hein, découper un problème en sous-problèmes, et ensuite, chacun de ces sous-problèmes, on pourra appliquer la méthode du chain of thought pour le résoudre de façon structurée, et ensuite reconstruire une réponse globale. Donc là, ça vaut le coup que… bref, non, allez, on n'a pas le temps. Je vous enverrai de toute façon les slides. Si vous avez envie de jouer avec l'exemple, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ça soit un exemple où il y ait plusieurs calculs à faire avec des conséquences entre ces différents calculs et que l'algorithme galère si on lui donne juste la demande initiale. Et si on lui donne la demande, mais qu'on lui dit de décomposer le problème, il va nous mettre 4 ou 5 sous-problèmes à résoudre. On lui demande ensuite de résoudre les sous-problèmes. On les a, ça marche bien. Et puis ensuite, on va lui demander de reconstruire la réponse à partir de tout ça. Et bien sûr, avec ce genre d'approche, on est en train de combiner plusieurs techniques. Vous avez déjà vu qu'on pouvait combiner le self-augmentation prompting avec du role prompting pour avoir des articles très complets, etc. OK. Je vous donne quelques exemples aussi de mes prompts créatifs. Et puis, alors, j'en garde en stock parce que, évidemment, vous verrez, il y en a dans mon bouquin. Et puis, avec mon bouquin, si vous participez aux préventes, vous pourrez avoir un livret de méthodologie créative. Et donc, ce livret de méthodologie créative compile un peu tous les prompts que j'ai pu concevoir, les organise autour de méthodologie pour avoir des dialogues créatifs avec l'IA. Je fais déjà des ateliers avec des entreprises ou des démarches d'exploration créative, par exemple avec des entreprises dans la joaillerie, pour imaginer des concepts de bijoux avec ce type de prompt. Et donc, vous pourrez l'avoir si vous participez au préventes. Et donc, je ne vous dis pas tout aujourd'hui. Alors, il y a simplement ce que moi j'appelle le concept prompting, lui demander de proposer des concepts créatifs avec ou sans notre intervention, de façon spécifique ou généraliste, avec ou sans contrainte. Donc, on peut en faire un tout simple. Pour des prompts créatifs, on peut le faire sur 3.5, mais je vous invite à être sur GPT-4, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus capable de créativité. C'est vraiment radical, la différence entre les deux. Donc, peux-tu imaginer un concept d'objet du quotidien qui n'existe pas encore et qui pourrait résoudre un problème? Donc là, complètement généraliste, je veux simplement qu'il invente quelque chose. Bien sûr, je peux imaginer un concept du quotidien qui n'existe pas encore. Merci, ChatGPT. Donc, il nous donne un nom de l'objet EcoCharge. L'EcoCharge est un chargeur universel de dispositifs électroniques qui utilise l'énergie solaire et l'énergie cinétique pour recharger vos appareils. Fonctionnement, il se compose de deux parties principales. La première est un panneau solaire pliable et portable qui peut être fixé à une fenêtre, un sac à dos ou posé sur une surface plane. OK. La seconde, une unité de stockage d'énergie avec un système de récupération d'énergie cinétique intégré qui se recharge lorsque vous marchez, courez ou effectuez d'autres mouvements. Je ne considère pas que ce soit une idée radicalement incroyable et originale, mais c'est un objet qui n'existe pas beaucoup. Je ne pense pas qu'on ait tous ce type de chargeur autour de nous et qui résout un problème, en effet, et qui, en plus, le fait de façon assez écologique. Donc, voilà, l'éco-charge aborde le problème de la consommation d'énergie et de la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables. Donc, je trouve que c'est pertinent par rapport à la demande qui était très généraliste. À chaque fois qu'on le lance, on a une réponse différente, donc on peut inventer tous les concepts qu'on veut comme ça. Alors, pour aller un peu plus loin, on va imaginer qu'on est DRH et qu'on doit organiser un séminaire d'une journée pour 100 collaborateurs. C'est un événement spécial. Ça doit fêter le début d'une année de créativité dans l'entreprise. Il faut que le séminaire soit très disruptif, original, créatif, etc. Donc, on va lui demander de proposer un déroulé. Et si vous lisez mon prompt, vous verrez que je répète beaucoup le fait que ça doit être créatif, que ça doit être du jamais vu, que ça doit être disruptif, que ça doit être précis, etc. Je donne même un exemple, donc c'est du few shot learning. Pour lui dire de faire des choses qui sont vraiment précises, je lui dis ne propose pas, par exemple, des musiciens qui jouent des instruments insolites, mais plutôt des musiciens qui feraient un concert avec des instruments qui seraient tous de vieux objets de collection trouvés au marché aux puces. Donc, je lui donne un exemple un peu de ce que serait une idée créative précise. Et là, c'est parti. Alors, pareil, hein, le résultat est complètement différent de quand je l'ai lancé hier. Mais accueil et petit déjeuner, les participants sont accueillis par des serveurs déguisés en personnages de films et de livres célèbres.
blablabla. Le discours d'ouverture est présenté sous forme d'une performance de slam poétique, avec un artiste local qui met en avant les objectifs de l'année de la créativité et les attentes pour la journée. Puis un atelier chasse au trésor artistique, un atelier improvisation et créativité, un déjeuner gastronomique inversé, ok. Chaque plat est conçu pour déjouer les attentes, par exemple un dessert qui ressemble à un hamburger, ah c'est génial, ou une entrée qui ressemble à une glace. Cela encourage les participants à repenser les conventions et à être ouverts à l'inattendu. Ça me tue. C'est très malin. Euh, voilà. Et donc, bon, il nous pond tout notre déroulement de la journée et on peut lui faire relativement confiance et organiser les choses de cette façon-là ou alors redemander, etc. Mais en tout cas, c'est un super assistant créatif pour construire une journée de ce type-là. Voilà pour des prompts pour demander des concepts créatifs, soit très généralistes, soit beaucoup plus spécifiques. Deuxième technique, c'est ce que j'appelle moi l'adversarial prompting. Donc, en créativité, il y a quelque chose de très connu, c'est que si le fait d'être en logique de compétition fonctionne très bien. On propose alors il y a deux logiques de compétition. Il y a celle de Picasso contre Matisse. Picasso crée une œuvre, elle est super appréciée. Donc Matisse veut créer une œuvre meilleure parce qu'il est jaloux. Matisse crée une œuvre meilleure et du coup c'est lui qui est plus apprécié. Donc Picasso se remet au boulot et crée une œuvre encore meilleure, etc. Donc ça, on peut en faire un prompt de cette logique-là. Et puis, il y a la logique où il y a un artiste qui crée ou un designer qui crée un concept et puis un critique qui lui dit ce qui va bien et ce qui ne va pas dans son concept, ce qui est original ou ce qui ne l'est pas. Et puis, du coup, le designer peut s'améliorer. Et ils entrent dans un dialogue comme ça. Donc là, j'ai conçu un prompt qui met en œuvre ce dialogue-là. Je vous laisse lire le prompt rapidement pendant qu'il écrit. Donc, tu vas créer un concept créatif de bijoux. Pour cela, tu vas jouer deux rôles, le joaillier qui propose des concepts et le critique qui donne pour chaque concept les points positifs, les points négatifs et un score de créativité. Le joaillier va commencer par proposer un concept que le critique va évaluer. Le joaillier va utiliser l'évaluation du critique pour proposer un nouveau concept plus original, intégrant le plus de points positifs et le moins de points négatifs. Le critique va évaluer de nouveau ce concept, le joaillier va de nouveau utiliser l'évaluation, et ainsi de suite. L'objectif est d'arriver progressivement à un concept de bijoux très créatif. Et là, pouf, on est parti. Le joaillier, un concept de bijou modulaire, un bracelet avec des pièces interchangeables en forme de puzzle. Chaque pièce représente un élément important pour la personne qui le porte comme un souvenir, un symbole ou un événement marquant. Le critique donne des points positifs, des points négatifs, un score de créativité. Le joaillier, en tenant compte de vos commentaires, je propose un collier modulaire avec des médaillons magnétiques qui représentent des moments de vie importants. Chaque médaillon peut être facilement attaché ou retiré grâce à un système d'aimants puissant, etc., etc. Alors, moi, je trouve absolument fascinant. Je peux passer des heures à regarder l'algorithme être créatif tout seul. Donc là, il est vraiment autonome d'une certaine façon dans sa créativité à partir de mon prompt. Et puis, la dernière fois, par exemple, il m'a créé, dans une logique comme ça de joaillerie, j'ai vraiment été frappé par cet exemple. Le cinquième point, souvent il arrive à en faire 5 avant de s'arrêter ou avant d'être au bout de sa génération. Le cinquième point qu'il m'a proposé, c'était des boucles d'oreilles en forme de gouttes d'eau qui, à l'intérieur, auraient un micro-environnement, un micro-écosystème vivant avec une composition faite d'eau, de micro-algues et de micro-organismes qui pourrait s'auto-entretenir pendant au moins 1 an et demi. Et il m'a donné tout ce qu'il faudrait pour le concevoir. Et j'ai trouvé absolument génial parce que j'ai trouvé que symboliquement, c'était très fort, ça peut être très beau, c'est une boucle d'oreille ces boucles d'oreilles vivantes, on va dire, ces boucles d'oreilles en forme de goutte d'eau. C'est très poétique et puis il y a un rapport à la sensibilité environnementale qui est grave dans l'air du temps. Donc j'ai trouvé que c'était très efficace. Bref, voilà, on peut faire faire le boulot de créativité adversariale à l'algorithme. Et puis, enfin, ce que j'appelle le méta-prompting, ça, c'est pas de moi, il y a beaucoup de monde qui fait du prompting de ce type-là, c'est demander à l'IA, en fait, que ce soit elle qui nous pose les bonnes questions pour qu'on avance dans notre raisonnement, notamment notre raisonnement créatif. Donc, ça peut être tout simple, très général. J'ai besoin d'aide pour construire un webinaire sur le prompt engineering. Quelles sont les bonnes questions à me poser?
Donc, je vous laisse lire. Alors là, il me donne même des suggestions. Je ne lui ai même pas demandé, mais il me donne des suggestions pour faciliter ma réflexion. Si j'avais mis GPT 3.5, il ne m'aurait pas fait ces suggestions. Mais là, il comprend, enfin, comprend. Euh, D'une certaine façon, il comprend, c'est pas la même compréhension qu'un humain, c'est une compréhension statistique, mais il comprend que pour que je puisse, moi, répondre à ces questions efficacement, me donner des suggestions est, de façon probable, la meilleure des choses à faire. Donc, je vais arrêter le prompt ici, et puis je vais le mettre sur 3.5, mais je vais vous montrer un prompt beaucoup plus complet. Alors, je veux écrire une histoire fantastique pour mes neveux et nièces et leur offrir comme cadeau à Noël, mais je n'ai pas d'inspiration. J'aimerais que tu me guides dans une réflexion créative en me posant des questions une à une, donc là, je veux être vraiment dans le dialogue, pour m'aider à construire mon histoire. Voilà comment nous allons procéder. Tu me poses une question pour m'aider à élaborer mes idées, je te donne une réponse, tu me fais un retour sur ma réponse en me disant ce qui semble pertinent, ce qui ne va pas, et en me suggérant des pistes d'amélioration, même logique un peu adversariale. Tu me demandes ensuite si je veux améliorer ma réponse sur cette base ou continuer avec la question suivante. Soit je veux améliorer et je te donne une nouvelle version de la réponse, on reprend alors à l'étape 3, ouf. Soit je veux que nous continuions et je te le dis, tu peux alors me poser la question suivante et on revient à l'étape 1. Super, commençons donc par la première étape. Peux-tu me dire quel type d'univers fantastique tu aimerais explorer dans ton histoire? Est-ce que tu préfères les mondes de magie, les mondes de créatures fantastiques, les mondes de science-fiction? Donc même lui, il fait du few shot prompting, hein. Il me donne des exemples. Il est en train de bien parler à son humain. Donc on va lui dire science-fiction, évidemment. Science-fiction. Génial. Donc là, il comprend qu'il n'y a pas besoin de raffiner cette réponse-là, elle est un peu unitaire. Voici ma question pour la prochaine étape. Quelle est la principale caractéristique de l'univers dans lequel se déroulera ton histoire? Est-ce un monde futuriste où les robots sont omniprésents, une planète lointaine où les humains doivent lutter pour survivre, ou quelque chose d'autre? Une planète lointaine où les robots luttent pour survivre. Alors qu'il nous donne avec ça, hein, on va mélanger ses propres réponses. Intéressant. Alors là aussi, comme ma réponse est très factuelle, il passe à la suite. Le personnage de mon histoire est un robot qui tombe amoureux du premier arbre de sa planète, amené par dont la graine a été amenée par des vents cosmiques. Excusez-moi, il est tard, je pars en couille. Ah, c'est très original comme idée. Merci. Bon, la plupart du temps, il est très pâtissant, enfin, il est très bienveillant par rapport à ce qu'on dit, mais on peut lui demander d'être plus critique. Je voudrais que tu sois plus critique. Ce qui ne va pas. Je pense que l'idée d'un robot qui tombe amoureux d'un arbre est très créative et originale. Toutefois, je me demande si cela pourrait être un peu difficile pour les enfants à comprendre et à apprécier. C'est vrai. Peut-être pourrions-nous explorer un peu plus la raison pour laquelle le robot tombe amoureux de l'arbre et comment cette relation se développe, afin de la rendre plus accessible aux jeunes lecteurs. Qu'en penses-tu? Etc. Bref, vous avez compris l'idée, c'est vraiment de rentrer, grâce au méta-prompting, dans une réflexion créative où en fait, les questions que nous pose l'algorithme éveillent en nous des zones d'inspiration, éveillent en nous plein d'intuitions et guident petit à petit notre esprit dans son élaboration créative. Donc, pour moi, ça, les trois techniques que je vous ai montrées là, et notamment cette dernière, c'est des révolutions pour la créativité. Vraiment, ça change tout. La question de la feuille blanche n'existera plus et c'est un enrichissement incroyable des perspectives créatives. Bon, il faut être créatif pour inventer les bons prompts, hein. Ça ne remplace pas du tout la créativité humaine et c'est même l'inverse, hein. Ça ouvre des nouveaux champs. Je pense que la créativité est une compétence absolument magnifique parce qu'elle s'enrichit de tout ce qui est nouveau et on est d'autant plus créatif quand il y a plusieurs points de vue. Donc le point de vue d'une IA plus le point de vue d'un humain est plus créatif que le point de vue des deux séparément. Pour une tâche technique comme l'interprétation d'une radiologie, si l'IA le fait mieux qu'un humain, l'IA remplace l'humain. Mais pour la créativité, c'est la richesse et la diversité des points de vue qui marchent.
même s'il y a peut avoir des idées par elle-même, comme on l'a vu avec l'adversarial prompting, elle n'aura jamais les mêmes idées que moi. Et donc, c'est vraiment dans ce dialogue que s'installe une créativité plus grande que la somme des parties. Et puis le petit secret, parce que quand même, je vous donne des petits secrets. Alors ça, c'est les 3 gros secrets, on va dire, c'est mes 3 fondamentaux en créativité. Et puis, vous en découvrirez plein d'autres si vous achetez mon bouquin. Est-ce que vous saviez que vous pouviez faire apparaître des images dans ChatGPT? Ça, c'est un petit secret d'usage, clin d'œil. Voilà un prompt qui permet d'avoir des images dans ChatGPT. Bon, pouh! Et voilà un panda. Bref, ça, j'avais envie de vous le montrer parce que je sais que quasiment personne ne sait ça, alors que ça peut permettre certaines choses intéressantes, surtout quand on sait qu'avec GPT-4, on peut faire du multimodal. Donc, on peut lui demander de rentrer dans une logique créative où il ajoute des images, il interprète ces images pour créer des concepts, etc. Donc, on commence à avoir des choses assez fortes. OK, on est déjà au bout du temps et on n'a pas parlé justement d'images, à part voir ce charmant panda. Déjà, je vais regarder si vous avez un peu des questions. Oh oui, il y a plein de remarques. Désolé, je ne les ai pas pris en route. Est-ce que c'est des questions? Alors, je vous propose quelque chose. Je vais prendre plutôt les questions, on va échanger et puis on organisera un autre webinar de prompt engineering dédié à tout ce qui est visuel et tout ce qui est image. Comme ça, on aura le temps de reparler de tout ça. Oui, vous voyez 2 fois ma caméra, je le sais, même pas à la même vitesse. Enfin bon, c'est parce que j'aurais dû incruster mes slides dans le webinar à l'avance et j'ai oublié de le faire. Peut-on encore parler de prompt s'il s'agit d'un dialogue Q&A avec ChatGPT? Alors, oui, c'est toujours la demande initiale est un prompt, et puis après, enfin, la réponse elle-même est une série de réponses, mais c'est un prompt initialement. Donc, les slides seront partagés, oui, bien sûr. Le souci des génératifs, c'est qu'elles génèrent. J'adore ce commentaire. Je vous donne à tous un défi, avec Midjourney ou avec ChatGPT, c'est d'arriver à générer du rien. Arriver à faire en sorte que ChatGPT génère aucun mot, ou est-ce que Midjourney génère une image toute blanche ou toute noire? J'ai essayé, hein, j'y suis pas arrivé. Quand je le fais en parallèle, ça ne fonctionne pas chez moi. Alors, Christelle, peut-être que tu étais sur GPT 3.5 et pas sur GPT 4 pour le test que tu as fait, mais n'hésite pas à me redire quel était ce test pour que je puisse voir si j'ai une idée sur le fait que ça ne marchait pas. Puis encore une fois, c'est statistique, essaye plusieurs fois, peut-être qu'il y a une fois où ça ne marche pas. J'ai eu la même surprise. Alors bon, ça, c'était contextuel. ChatGPT a une limite de token, environ 16 à 20 000 caractères. La limite s'applique-t-elle sur l'analyse de texte en ligne? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la context window. C'est très important, très bonne question. C'est le nombre de tokens, alors disons le nombre de mots que ChatGPT peut avoir dans sa mémoire, on va dire, sa mémoire de travail directe. Euh, Jusqu'à récemment, il pouvait avoir environ 3000 mots. Sur ChatGPT, on est passé à environ 8000 mots. Et si on se connecte directement à l'API de GPT-4, donc en se connectant en ligne de code directement à l'interface de programmation de GPT-4 pour l'interroger sans passer par l'interface visuelle de ChatGPT, on peut monter jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est 43 000 tokens, donc ça fait environ 38 000 mots. Donc 38 000 mots, c'est là où on peut passer 3-4 articles scientifiques en entier. C'est beaucoup. Ça fait une cinquantaine de pages dans un format Word classique. Okay, mais par contre, sur ChatGPT, on est limité à environ 7000, 8000 mots. On peut demander à l'IA de nous faire un résumé de cette conférence. Si vous l'avez enregistré, on l'a enregistré, donc pourquoi pas. On pourrait demander à une IA de traduire le son en texte et à une autre IA de traduire le texte en un résumé. Tout à fait. D'enregistrer les styles et modèles de raisonnement. Alors, on ne peut pas les enregistrer dans le ChatGPT. Par contre, il commence à exister des services qui permettent de capturer un peu ces prompts pour pouvoir les utiliser simplement. Et vous le découvrirez peut-être dans le courant de l'année, et notamment pour ceux-là aussi qui voudront acheter mon livre, vous aurez des accès dédiés. Moi, je suis en train de créer une web app qui intègre un peu toute cette logique créative avec une interface sympa pour faire de la créativité avec derrière c'est ChatGPT, mais on n'a plus la même interface, et qui intègre un peu tous mes prompts avec des méthodologies complètes, etc., pour travailler avec.
Donc, voilà, si vous souhaitez essayer, ça sera disponible pour ceux qui achèteront mon bouquin parmi les VIP dont vous faites de fait tous partie. Et ensuite, je verrai si j'en fais un produit ou si simplement je le mets à disposition juste à prix coûtant, puisque évidemment, moi, ça me coûtera de l'argent de le mettre en ligne, puisqu'il va devoir taper sur le service ChatGPT de façon payante. Mais voilà, je le mettrai peut-être à prix coûtant juste pour que ça soit accessible. Et dans cette interface, j'ai prévu que l'utilisateur puisse enregistrer ses propres prompts créatifs pour les relancer ensuite. L'extension Web Access peut-elle fonctionner avec Google Scholar? Je n'ai pas essayé, donc je t'invite à essayer. Elle s'appelle l'extension Chrome Web Chat GPT Chrome Extension. Elle n'existe pas que sur Chrome en plus, hein. Je vous avais noté le nom. Je l'ai installé il y a un moment, donc je ne me rappelle plus. Ah, ah bah non, je n'ai pas le lien. Bon, en tout cas, si vous tapez ChatGPT Web Extension, vous la trouvez simplement. Ah si, c'était le bon lien en fait. C'est juste que c'était le lien vers le GitHub du gars qui a créé ça. Donc, vous arrivez sur cette page et en fait, vous pouvez l'avoir pour Chrome ou pour Firefox. Vous l'installez et vous pourrez la tester. Elle est complètement gratuite. Elle vient s'interfacer sur votre ChatGPT de façon très simple. Elle utilise en arrière-plan DuckDuckGo d'ailleurs, pas Google. Pardon. Ce qui est mieux parce que c'est open source et donc ça permet en plus à l'extension de rester complètement gratuite. Comment faire en sorte que les résultats soient plus constants d'une génération à l'autre? Alors, c'est une bonne question. Si on tape directement sur l'API, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut donner ce qu'on appelle un seed. C'est un nombre qui va déterminer la façon dont le modèle va gérer l'aléatoire pour produire la réponse. Et si on donne à chaque fois cette même seed, cette même graine, l'algorithme va répondre à chaque fois la même chose. C'est pareil avec Midjourney, on peut fournir un seed là directement sur l'interface qui permet de réavoir la même chose. Exactement la même chose, par contre. Donc, c'est une des possibilités. Après, c'est vraiment inhérent à ces technologies, en tout cas pour l'instant, qu'on n'ait pas des résultats constants. C'est un peu comme si vous parlez à votre chéri un matin. Si vous posez la même question un matin où il est de bonne humeur et un matin où il est de mauvaise humeur, ou elle, vous n'aurez pas la même réponse. Est-ce qu'il y a une différence dans les réponses entre français et anglais? Pas vraiment. Si vous parlez une langue très, très, très peu parlée dans le monde, il va y avoir des problèmes. Mais en fait, il faut comprendre que ces modèles-là, une fois entraînés, ils ne représentent pas une langue, ils représentent le sens. Il y a un espèce de gros modèle qui représente le sens. Et en entrée, il y a un encodeur. En sortie, il y a un décodeur. L'encodeur, il prend, lui, de la langue en entrée et il la traduit en cette espèce de gros modèle de sens qui est seulement des chiffres, c'est des maths. Et le décodeur, il traduit ces maths-là en de la langue en sortie. Donc, si vous faites de la traduction, par exemple, vous donnez du français, il encode ça dans l'espace mathématique, et puis il prend le même point dans l'espace mathématique et il le décode pour donner la traduction dans une autre langue. Donc, l'espèce de sens, enfin, l'espace de sens, l'espace sémantique, lui, est universel et n'est pas dépendant des langues. Par contre, l'encodeur et le décodeur, il faut les entraîner pour toutes les langues. Et sur des langues répandues comme l'anglais ou le français, les encodeurs et décodeurs sont parfaits. Il y a tout ce qu'il faut comme données, donc ils sont parfaits. D'ailleurs, la traduction automatique dans des langues connues aujourd'hui est parfaite. Elle fait aussi bien qu'un traducteur humain, hein, c'est assez impressionnant désormais. Mais par contre, si vous prenez une langue très peu répandue, peut-être que l'encodeur et le décodeur ne vont pas encore exister ou ne vont pas encore être très performants. Et là, du coup, vous allez avoir des mauvais résultats, mais parce que l'encodeur va mal traduire votre demande dans l'espace sémantique ou mal le retraduire dans la langue finale. Ah, merci Christelle. Donc, la démo aurait mieux fonctionné chez toi, puisque chez toi, ça ne fonctionnait pas. Donc, peut-être qu'il avait… non, je ne pense pas qu'il… J'étais pas sur GPT-4, donc je ne sais pas pourquoi. Le mien était bien luné ce jour-là pour ne pas faire d'erreur. Il avait décidé de m'emmerder pour ce webinaire. Mais du coup, de ton côté, essaye d'utiliser les autres prompts que j'avais proposés avec des précisions de chain of thought, de chaîne de raisonnement, pour voir si ça marche. Normalement, ça devrait fonctionner.
Alors, ChatGPT sur WhatsApp, donc vous avez, peut-être que c'est toi qui l'as fait, Ilyes, Aibert. Donc, si c'est toi qui l'as fait, génial. Il me semble que c'est toi d'ailleurs. Donc Aibert, comme Albert Einstein, mais avec un I au lieu du L, Aibert, c'est en effet l'intégration de Midjourney et ChatGPT sur WhatsApp. Et vous payez un abonnement et ça vous permet d'avoir les deux directement sur votre channel WhatsApp. Donc, vous générez des images et vous parlez à ChatGPT directement sur WhatsApp et vous payez le même prix que si vous étiez abonné aux deux services, un tout petit peu plus cher parce que la personne qui a conçu ça se rémunère. Mais je ne sais pas si c'est ce produit-là dont tu parles, Ilyes, ou si tu as fait une autre intégration. Mais voilà, en effet, ça existe. Quelle IA permet de transformer justement le son en texte? Alors, vous en avez pas mal. Pour l'instant, elles sont, la plupart du temps, c'est un service en soi, peu intégré à d'autres services, mais vous en avez plein. Vous tapez sur internet Voice to Text, V-O-I-C-E, comme la voix en anglais. Tout, vous mettez juste un 2 et texte, T-E-X-T. C'est le nom de la technique pour faire ça, Voice to Text, et vous aurez plein d'exemples. Le service, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est auteur.ai, auteur.ai, auteur O-2-T-E-R, comme une loutre en anglais. Pour l'instant, ça n'existe qu'en anglais, mais ça va arriver en français. Et là, ça le fait très, très puissamment. Et en fait, vous mettez votre ordinateur ou votre téléphone avec Auteur qui tourne pendant une réunion. Ça enregistre la réunion, ça la résume enfin, ça la transforme en texte en live et ça la résume en même temps, ça vous identifie les points clés et à la fin de la réunion, ça vous fait automatiquement un compte rendu. Donc, vous avez juste à poser votre téléphone sur la table de réunion. Donc là, l'usage est vraiment complet et est vraiment puissant et efficace. Donc, vous n'avez même plus besoin de ChatGPT avec Auteur, il fait aussi le résumé et en anglais, ça fonctionne très bien. Alors oui, Generate, en effet, permet de… donc, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Midjourney assez récente qui est, au lieu d'avoir /imagine, on a /generate. On donne une image à l'algorithme et il va nous proposer 4 variations, non pas de cette image, mais 4 prompts possibles qui permettraient ensuite de régénérer une image proche. Donc là, ça permet d'essayer de rester proche de ce que, de garder une cohérence graphique, par exemple, entre plusieurs images, etc. Alors, une liste d'IA, je vous invite à aller regarder les posts que j'avais fait sur LinkedIn. J'en ai fait un en janvier, un en février, un en mars. J'en ferai un en avril, avec un peu les outils du mois. À chaque fois, je propose entre 8 et 10 outils qui sont pertinents, qui me semblent fonctionner, qui ont tous un freemium, donc vous pouvez tous les tester gratuitement. Il y en a qui sont anecdotiques, ça résout des petits problèmes. Il y en a qui sont beaucoup plus complets et puissants. Donc, vous pouvez aller regarder mes posts LinkedIn, vous remontez via mon profil sur mes anciens posts et vous trouverez, il y en a 3 avec des listes d'outils. Mon livre sera dispo. Alors, le livre sort normalement le 16 mai. La date est encore à préciser. Par contre, les préventes, donc là, on est tout proche. Les préventes commencent samedi pour vous qui êtes VIP. Samedi, dimanche et lundi, vous aurez les préventes avec les avantages maximaux réservés aux VIP. Donc, elles seront que ouvertes aux VIP. C'est là où vous pourrez, via ces préventes, avoir le livret de méthodologie augmenté par IA. Vous aurez des accès pour le Bisocial, le produit que je suis en train de créer, d'assistant créatif virtuel fondé sur ChatGPT. Plein d'autres avantages, des œuvres d'art, des choses comme ça. Donc, ça commence samedi. Donc, vous allez recevoir un mail samedi matin et allez-y, foncez, achetez en prévente. En plus, le livre coûtera 17 € à sa sortie. Là, il va coûter 11,90 € moins 30%. Donc, c'est l'occasion de l'avoir au meilleur tarif aussi. À partir de mardi, je lancerai les préventes au grand public. Donc, ça sera annoncé sur les réseaux sociaux et il y aura un peu moins d'avantages. Il y aura encore des avantages exclusifs, mais pas les avantages VIP. Donc, pour cela, c'est entre samedi et lundi que ça se joue pour vous. Oui, oui, d'ailleurs, c'est Describe, pas Generate. Je suivais le commentaire, mais c'est Describe. Alors, je pense que le prompt engineering va devenir une offre freelance complètement. J'en ai déjà même vu. Il y a aussi même, j'ai commencé à voir, et par contre, ça m'emmerde, des marketplaces qui vendent des prompts. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, du coup, avec la suite un peu de l'open source pour le code, j'aimerais qu'on soit dans l'open prompt et qu'on partage nos prompts comme je le fais aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est dommage de garder ces prompts, et surtout, enfin,
pour moi, ce n'est pas une zone de valeur très forte. Si on crée des interfaces, si on intègre ça dans un usage complet, là, à faire payer est totalement légitime. Juste le prompt, ça ne me semble pas légitime de faire payer pour. Donc, voilà, je trouve dommage qu'on ait des plateformes qui commencent à exister pour vendre des prompts. Ok, Ilyes, c'était What the Chat, mais en effet, j'avais testé, tu me l'avais envoyé. Donc, un peu comme Aibert, What the Chat. Oui, alors il y a des modèles qui sont open source. Aucun n'est aussi puissant que GPT, hein, on ne va pas se mentir. GPT a un an d'avance, et vu la vitesse à laquelle vont les choses, un an d'avance, c'est radical. Mais vous avez des modèles open source disponibles sur Hugging Face, entre autres. Le gros modèle open source européen, c'est Bloom. Donc, c'est quand même le travail de 1000 chercheurs qui se sont réunis grâce à Hugging Face. Hugging Face, qui est un peu, pour ceux qui connaissent GitHub, c'est le GitHub des modèles d'intelligence artificielle. C'est une plateforme qui référence tous les modèles d'intelligence artificielle open source et qui permet de les tester directement depuis la plateforme. C'est plutôt pour les codeurs, mais c'est vraiment une belle plateforme. Et en effet, ils sont organisés avec 1000 chercheurs pour créer Bloom, qui est, on va dire, l'équivalent de GPT, mais open source. Mais je l'ai testé, etc. On n'est pas au niveau de GPT encore. Mais par contre, c'est génial que ça existe. Oui, Jasper.ai, il y en a plein maintenant qui se sont lancés. Moi, j'ai utilisé un peu Thunder Content pour créer du contenu fondé sur ChatGPT ou d'autres modèles. Et donc là, c'est des interfaces justement qui sont bien foutues pour créer du contenu efficacement, intelligemment avec ces modèles-là. Moi, j'aime bien Thunder Content, par exemple, pour créer des articles. Vous demandez de générer un paragraphe, un résumé, un titre, une phrase descriptive. Enfin, vous pouvez générer par bloc comme ça et construire votre article ou peu importe par bloc. Alors, Thunder Content vous permet même de créer votre bio Tinder. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Ils ont une fonctionnalité dédiée pour créer des bio Tinder. Alors, prompt sur Midjourney, du coup, je voulais le faire. On n'a pas trop le temps, à la limite, pour ceux qui restent, je peux le faire rapidement. Et pour les autres, je proposais de faire carrément un autre webinar de prompt engineering, peut-être dans 2 semaines, quelque chose comme ça, où vous serez tous conviés sur vraiment le prompt engineering dédié à Midjourney. J'espérais avoir le temps de tout faire, mais force est de constater que c'est quand même un sujet très dense, très vaste, donc vaut mieux prendre le temps de vraiment approfondir que de survoler les 2 domaines. Donc aujourd'hui, on était plus sur le prompt engineering orienté texte, et voilà, je vous propose qu'on en fasse un sur les visual prompting, enfin le visual prompting, où je livrerai mes petits secrets de ce côté-là. Oula, alors question Valentin. Merci Valentin pour cette question qui est plus technique. Tu parles dans ton livre des API ChatGPT comme sur Unity pour interagir avec les PNJ fine-tuner. Enfin, fine-tuner. Fine-tuner normalement. Pas du tout. Non, mon livre est un livre orienté quand même grand public. Donc, même si j'ai la prétention, on va dire, que à travers ce livre, le grand public puisse vraiment comprendre les mécanismes qui sont derrière l'IA, ses algorithmes, etc., ça reste quelque chose de grand public. Et donc, je ne suis pas allé sur des éléments vraiment de détails techniques comme ceci. Je ne parle pas de Unity directement dans mon bouquin. Ça sera peut-être quelque chose que je ferai à travers justement des livres blancs, des livrets méthodos, des extensions du livre. Mais ce livre-là, en plus, il veut apporter une vision beaucoup plus globale que juste la révolution actuelle. J'ai commencé à l'écrire il y a 1 an, donc on n'avait pas encore Midjourney, etc. Même si moi, je testais des trucs depuis déjà quelques années qui étaient les prémices de tout ça. On n'avait pas du tout de ChatGPT. Et donc, même si tout ça, je l'ai intégré dans mon livre, il y a une partie qui parle que de ça. Le livre est plus général et parle de l'IA et de la créativité au-delà uniquement de cette révolution-là. Je pense que cette révolution est majeure, évidemment, et si je ne l'avais pas intégré dans mon livre, si mon livre était sorti en juin, ça aurait été très con parce qu'il faut intégrer tout ça dans une réflexion sur l'IA et la créativité. Mais je parle aussi d'algorithmes qui sont aussi pour demain, qu'on peut envisager pour demain. Et je parle voilà, de tout l'impact que ça a de façon un peu plus globale. Il y a un peu 3 questions dans le livre. Hein. Est-ce qu'il y a des algorithmes qui peuvent accompagner la créativité humaine? Tous les algorithmes qui sortent actuellement sont plutôt de cet ordre-là, on va dire un usage créatif de l'IA. Mais j'explore aussi la question, est-ce que des algorithmes peuvent être créatifs par eux-mêmes, mais vraiment avec même l'intention de créer par eux-mêmes?
Et donc là, c'est toute une autre question qui dépasse le cadre des grands modèles de langue, de Midjourney, de ce genre de choses, et qui s'intéresse à d'autres techniques. Euh, et enfin, la troisième question, c'est ben, qu'est-ce que ça a comme impact sur la société de façon même plus philosophique, sur l'humain, sur la relation qu'on a avec les machines, etc. Le livre reste accessible, compréhensible pour les néophytes complètement. Il permet de s'auto-former en partie sur donc, pour certains éléments, ça permet un peu de s'auto-former, mais ce n'est pas un livre de formation. Il n'y a pas encore de formation complète sur le prompt. Vous trouverez des tutoriels en ligne. Vous trouverez, il y a un site que j'aime bien qui est assez bien foutu sur le prompt engineering. Je pourrais vous l'envoyer. Il commence à en avoir qui existent, mais ça bouge très vite, encore une fois. Et on est plus dans la zone d'expérimentation. Il ne faut pas se former aujourd'hui, il faut expérimenter. Il faut suivre la vague, il faut aller avec le vent, parce que si on se forme, 2 mois après, ça sera obsolète. J'exagère un peu, il y a des choses de fond qui vont rester, mais c'est quand même un peu l'idée. Donc, moi, je ne suis pas trop pour se former en ce moment, je suis vraiment dans l'idée d'amener les gens à expérimenter. Donc, c'est l'idée de ce webinaire, de montrer des techniques et de vous inviter, vous, à les reprendre et à les expérimenter. Et mon bouquin veut apporter quelque chose d'un peu plus fondamental, encore une fois, sur lequel je pourrais ensuite construire d'autres webinaires d'expérimentation, des temps aussi, par exemple, d'échanges pour se rencontrer à Lyon, pour ceux qui sont à Lyon, à Paris quand je serai à Paris, etc. Je veux aussi organiser des petits concours de prompt engineering où il y aura un objectif spécifique. Par exemple, vous donnais tout à l'heure l'exemple d'arriver à produire l'image la plus blanche possible sur Midjourney. Donc, cet été, j'ai prévu de lancer un peu cette idée-là, d'organiser des premiers petits concours avec une petite plateforme sûrement liée au site web du livre, peut-être une plateforme qui passera par Discord, on verra. Et donc là, tout le monde sera invité à participer. C'est un peu comme il y a Kaggle pour la data science, avec des challenges qui sont lancés. Je compte un peu lancer ça sur le prompt engineering. Mais voilà, avec toute cette approche qui restera open prompt, open source, avec l'idée qu'on expérimente tous ensemble pour comprendre, pour s'améliorer tous ensemble, et on n'est pas dans une logique de formation trop descendante. Évidemment, comme je suis dedans à fond, j'apporterai du contenu, et comme je le fais aujourd'hui, il y a un peu une logique descendante, mais c'est des insights qui, j'espère, après, apporteront plus des échanges. Il y en a parmi vous avec qui j'échange quasiment au quotidien, par message, sur LinkedIn, etc. Et il y a plein d'idées qui me sont venues aussi par ces échanges-là. Je pense à Caroline, je ne sais pas si elle est là, je pense à Olivia, etc. C'est des personnes avec qui j'échange sur ces prompts, et c'est super riche, tout ce qu'on dit. Je pense à Charles aussi, qui m'envoie plein de choses ces derniers temps, Charles Mouchou, si tu es là, voilà, qui enrichissent mes réflexions, et moi, j'espère les enrichir en retour. Les marketplaces, c'est des one-shot parasites, ouais, tout à fait. Alors, réglementation européenne de 2024, bon, on ne va pas rentrer dedans parce qu'il y a le AI Act qui devrait entrer en œuvre très, très bientôt, là, peut-être dans les prochaines semaines. Mon avis est très négatif dessus, mais ça serait vraiment un autre sujet. Donc, si vous voulez qu'on en parle, c'est vous m'envoyez un message sur LinkedIn, ou alors vous venez aux conférences que je donne. Je donnais plein de conférences ces derniers temps, enfin ces prochains temps, donc n'hésitez pas. Je vous enverrai donc un lien avec un espèce de site un peu de formation et en tout cas de tutoriel sur le prompt engineering que je trouve bien. OK, et ben, puisque tout le monde est partant pour l'autre webinaire sur le visual prompting, on lance ça dans les prochaines semaines. Formation sérieuse de prompt engineering, encore une fois, je pense que pour l'instant, il n'est pas encore temps de faire des formations sérieuses. Peut-être que dans un an, quand il y aura des fondamentaux qui se seront stabilisés, là, on pourra vraiment faire des formations sérieuses. Aujourd'hui, il y en a qui vont sortir, il y en a qui sont déjà sortis, mais à mon avis, alors soit elles sont vraiment à destination des développeurs qui veulent utiliser les meilleurs prompts pour construire des applications, et là, il y a toute une logique métier technique qu'on peut avoir. Pour le grand public, ou pour faire du prompt engineering au quotidien dans son milieu professionnel pour augmenter sa productivité, sa créativité, etc. Je pense que c'est encore un peu tôt. Qu'est-ce qu'il intègre? Ah, merci beaucoup pour cette question, Elzana. J'avais oublié de le dire, mais j'avais prévu de le dire. Ne passez aucune donnée sensible dans ChatGPT. Si vous lisez les conditions d'utilisation, OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a tout à fait le droit de réutiliser les conversations que vous avez eues avec ChatGPT pour entraîner les modèles suivants. Et c'est ce qu'ils font.
C'est comme ça que les modèles vont être de plus en plus entraînés. Chaque nouveau modèle va permettre d'avoir des conversations plus abouties avec les utilisateurs qui vont servir de base de données pour entraîner le modèle suivant, entre autres. Donc, vous êtes en train de participer à l'entraînement du modèle suivant quand vous interagissez avec ChatGPT. À ce titre, c'est un problème de passer de la donnée sensible parce que OpenAI ne va pas trier tout ce qui est de la donnée sensible. Évidemment, ils vont enlever ce qui est numéro de carte bancaire, mot de passe, etc. quand ils pourront. Mais si c'est de la donnée sensible un peu généraliste sur une entreprise, par exemple, vous êtes une grosse entreprise de pharmacie, vous commencez à rentrer de la donnée sensible sur la stratégie, etc. Il y a le nouveau modèle qui sort qui a été entraîné sur ces données. Bon, ben, quelqu'un qui poserait la question est-ce que tel labo pharmaceutique va dans telle direction, le modèle, de façon la plus probable, va répondre et dans ces réponses, va intégrer des éléments qui auront été mis par les utilisateurs du modèle d'avant. Donc, il peut y avoir des données qui réapparaissent dans le modèle suivant parce qu'elles ont été intégrées dans le modèle précédent par les utilisateurs. Donc, de par cette logique-là, je ne peux pas savoir si ça va arriver, mais de par cette logique-là, je ne peux que vous conseiller de ne pas mettre de données sensibles dans le ChatGPT, ni de données trop privées, etc. Utilisez-le comme un service un peu ouvert et qui n'est pas sécurisé au possible. Et puis, ces derniers temps, on a bien vu, il y a eu une grosse faille, un gros leak sur ChatGPT qui fait qu'il y a des utilisateurs qui avaient accès aux conversations d'autres utilisateurs et même que même quand on voulait payer la licence pro, quand on allait sur l'interface de paiement, on avait des numéros de carte bancaire dont on ne savait pas à qui ils appartenaient qui apparaissaient par défaut. Donc là, OpenAI bon, c'est resté quelques minutes en ligne, mais quand même, ils ont bien foiré leur coup à ce niveau-là en termes de failles. Donc, voilà. Ouais, bah, merci Ilias, vous voyez, c'est en effet, c'est ce que j'évoquais. Donc, il y a eu ce gros bug. Et donc, voilà, pour l'instant, il faut faire attention. On est sur un service jeune qui n'est pas sécurisé, qui est encore en version même bêta, qui est un produit grand public et qui n'est pas un produit métier. Quand vous utilisez des produits métiers, la cybersécurité autour du produit est un enjeu commercial et donc il y a des équipes dédiées pour faire en sorte que ça soit bien sécurisé. Évidemment, il y a un enjeu pour OpenAI de sécuriser et ils ont des équipes qui travaillent là-dessus, mais ça reste un produit grand public et pour l'instant, ils ont quand même un enjeu d'avancée et ce n'est pas la sécurité qui est l'élément premier. Alors, s'ils se prennent une faille de sécurité monstrueuse, ça leur fera tellement un bad buzz que ça sera dramatique pour eux. Donc, évidemment, ils y font très attention, mais pas autant que sur une application métier. Et on n'est pas trop sûr de ce qu'ils font de nos données, contrairement à une application métier. Pareil, on va souvent avoir la garantie que les données ne sont pas enregistrées, pas utilisées, etc. Là, ce n'est pas le cas. On sait qu'elles sont enregistrées, on sait qu'elles sont utilisées. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, vous connaissez la musique. C'est exactement le cas avec ChatGPT. Mais là, même si vous payez, vous êtes le produit. Donc, ils sont très forts. D'ailleurs, je vous invite à aller voir quelques interviews des fondateurs de OpenAI, donc soit Sam Altman, le CEO, soit, je ne me rappelle jamais son nom, le CSO, le Chief Scientific Officer, qui est celui qui a un gros début de calvitie là sur le devant du crâne. Je ne me rappelle pas de son nom, mais vous trouverez rapidement, il a un nom à couper au couteau. Mais il est passionnant, c'est un gars, c'est le scientifique derrière un peu l'équipe de OpenAI. Et alors, il a une vision assez radicale des choses, mais quand vous l'écoutez sur l'avenir de ce qu'il prévoit pour GPT, etc., ça donne plein d'insights, plein de compréhension de ce qu'ils font aujourd'hui et de vers où ils vont et de comment ils entraînent ces modèles. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces interviews qui sont sur YouTube. C'est vraiment des interviews de qualité en anglais, mais bon, vous les faites sous-titrer. Et vous pouvez même, YouTube permet des sous-titrages automatiquement traduits. Donc, ce n'est pas encore parfait sur YouTube, mais ça permet de comprendre le sens. Voilà, merci. Il y a Sutskever. Je n'ai jamais dit. Merci, Charles. On a fait le tour d'à peu près tous les commentaires. Écoutez, il est 20h05. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents. Désolé de ne pas avoir respecté mon timing. J'avais les slides pour le visual prompting qui étaient là, je vous le promets. Donc, ça sera pour la prochaine fois. J'espère que déjà, vous avez pu découvrir un certain nombre de prompts, en approfondir d'autres, que vous aurez envie de
essayer à tout ce prompt engineering. Les prochaines étapes, donc, c'est que je vous envoie les slides, ça, je vais vous les envoyer très rapidement, aujourd'hui ou demain, sûrement plutôt demain. Et puis, je vais vous faire un petit document qui résume tous les prompts, parce que ça, vous ne les aurez pas sur les slides, vous aurez que les visuels des slides. Je vais vous faire un petit document avec tous les prompts que j'ai utilisés slide par slide et je vous l'enverrai. Donc là, laissez-moi jusqu'à ce week-end, max début de semaine, parce que jusqu'à samedi, vous vous doutez qu'avec le lancement des préventes, je suis un peu dans un tunnel pour tout préparer et faire en sorte que vous arriviez sur une boutique sympathique et que vous n'ayez pas de bugs, etc. Bref, voilà. Donc, je suis un peu sous l'eau jusque-là, mais dimanche, pendant que les préventes tourneront, je préparerai ce document et je vous enverrai ça dans le week-end pour que vous puissiez, vous aussi, avec le temps que vous aurez pendant le week-end de Pâques, essayer ces prompts, tester et voir ce que ça donne. Et merci à tous encore une fois d'avoir été là parce que je vois que vous me remerciez et j'en suis ravi. Mais si vous n'aviez pas été là, le webinaire aurait aussi été beaucoup moins bien et beaucoup moins riche sur la partie questions-réponses et beaucoup plus inutile sur la partie présentation. Donc, merci à tous. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée et on se retrouve bientôt sur le prochain webinaire de visual prompting et puis pour plein d'autres contenus qui arrivent et plein d'autres aventures à vivre ensemble autour de cette révolution des IA. Bonne soirée.